Donc effectivement, hein, comme vous disiez, les temps sont durs entre le coronavirus et les fanatiques qui vont trancher la tête comme ça. Et ben, je me suis dit justement que ça allait servir de toile de fond, hein, puisque j'aime bien intégrer, surtout le dimanche, ce qui se passe dans nos essais de recentrage, sans se cacher le monde dans lequel nous vivons. La seule chose que je peux dire au début avant de faire la méditation, c'est juste que bah, c'est un rappel de cette incertitude, hein. On a fait comme si ça y est, c'était fini, le virus était derrière nous. Juste se rappeler que ce à quoi on avait été confronté il y a 3 mois déjà, ou 4 mois, je ne sais même plus combien, bah, c'est toujours là. Et c'est pas que le coronavirus, c'est juste l'incertitude. Juste de se confronter au fait qu'on ne sait pas. Cette fameuse ignorance que j'essaye de cultiver pour moi en tout cas, et de, et puis que rien n'est prévisible non plus. Même les actes les plus fous, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ben, ce que je vais essayer, c'est juste de vous accompagner dans la méditation où on va explorer en nous-mêmes. C'est peut-être que la réponse est, bien entendu, elle n'est pas que en nous-mêmes, hein. C'est les médecins, c'est les luttes contre le fanatisme et tout, mais elle est aussi en nous-mêmes, pour ne pas se faire embarquer par tout ça. Donc, je vais vous inviter à vous recentrer dans votre posture pour cette méditation guidée qui aura un petit peu, euh, qui se fera un petit peu sur ce thème de l'incertitude, et surtout de l'impermanence, bien entendu, parce que c'est à ça que nous sommes confrontés. En vous recentrant dans votre posture, de la manière aussi la plus confortable que possible pour vous, attentif à votre ancrage dans le sol, dans la terre, par les pieds, l'assise sur votre support, stable, ferme, sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur dont votre tête serait la corolle, et qui s'élève, pousse vers le ciel. Et en se recentrant dans sa posture, comme dans une montagne, on vient juste réhabiter son corps. Et la première chose avec laquelle on peut reprendre contact quand on habite son corps, c'est ce souffle. Juste revenir à sa respiration, sentir le mouvement dans le corps à l'inspiration, puis les sensations dans le corps à l'expiration. En renouant de manière intime, intuitive avec son souffle, sans l'observer de l'extérieur, se sentir véritablement inspiré dans l'inspiration, expirer dans l'expiration. Là où on le ressent le mieux dans son corps.
sans chercher à influencer le souffle, à le rendre long, profond ou quoi que ce soit, en lâchant prise sur toute volonté de contrôler notre souffle, en acceptant tel qu'il est, parfois plus court, plus long. Chaque inspiration différente de la précédente, de la suivante. Chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Et en lâchant prise sur toute volonté de lui donner un rythme quelconque, laissant le souffle se déployer naturellement, trouver son rythme spontanément de lui-même, s'apaiser inconsciemment, comme disait toujours Deshimaru. Attentif à cette permanence du souffle qui nous apporte la vie, qui nous nourrit à chaque instant, à chaque respiration. Cette permanence du souffle qui est en même temps le signe de l'impermanence profonde de la vie, au cœur même du souffle. Parce que chaque inspiration, c'est un air neuf qui pénètre par nos narines, qu'on reçoit comme un don qui nous fait vivre, et qu'à chaque expiration, on rend cet air qui ne nous appartient pas à l'extérieur. Et à l'inspiration suivante, on accueille de l'air nouveau qui nous nourrit et qu'on rend à l'expiration. Jamais le même. Dans une permanence de l'impermanence. Souffle qui apparaît, se déploie, disparaît et se recrée perpétuellement. Puis, lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette attention au souffle passer en arrière-plan. Portez maintenant toute votre attention à ce corps qu'on habite dans cette posture. Être attentif de la même manière à chaque sensation qui passe dans le corps à chaque instant. Donc en descendant d'un cran son niveau de conscience habituel, le ramenant à un niveau infra-réflexif dans le corps, pour explorer avec curiosité cette apparition, disparition perpétuelle également de micro-sensations corporelles. L'air sur le nez, le frémissement de l'air sur les narines, une rigidité dans l'épaule gauche, douleur dans le dos, l'appui des pieds sur le sol, etc.
Pour mieux explorer cette succession perpétuellement changeante de micro-sensations internes, vous pouvez au début, si vous le souhaitez, nommer intérieurement chaque endroit où vous sentez passer une sensation, aussi fugace soit-elle. Genou, lèvres, cils, épaules, dos, etc. Et lorsque vous prenez l'habitude d'explorer avec une curiosité bienveillante chacune de ces sensations, vous pouvez accorder toute votre attention plus particulièrement à chacune d'entre elles lorsqu'elles se présentent. Et si plusieurs sensations se présentent simultanément, vous choisissez celle qui est la plus forte sur le moment. Et vous pouvez alors avoir cette curiosité d'explorer à quel endroit dans votre corps elle apparaît, d'où elle parle, quel message elle envoie tout de suite vers le cerveau, agréable, désagréable ou neutre, comment elle s'exprime ensuite, se déploie, forte, faible, comment elle se transforme, jamais la même, évolue, disparaît parfois, remplacée par une autre sensation dans le corps que vous pouvez accueillir, investiguer avec la même curiosité. Pour ce jeu perpétuellement évanescent, impermanent des sensations qui se succèdent dans notre corps. Et lorsque vous le souhaitez, oui, on peut maintenant laisser passer cette attention aux sensations internes du corps, en arrière-plan de notre conscience, pour s'intéresser à un autre, à l'un des autres 5 sens, revenant vers les oreilles. Attentif cette fois-ci à tout ce qui se passe lorsqu'on entend des sons. Et en prenant peut-être conscience que, plus profondément que cette homogénéité sonore dans laquelle on croit qu'on baigne, cet océan de sons dans lequel on baigne à chaque instant est constitué de plein de sons différents, à chaque instant également. Des sons tout aussi impermanents qui apparaissent dans le silence, se déploient, disparaissent. Donc, je vais vous laisser par vous-même pendant quelques minutes explorer comment chaque son apparaît, que ce soit un son de premier plan, ma voix pour le moment, un son de votre environnement, dans la pièce où vous êtes ou dehors, un son interne à notre propre corps, son de la respiration, le son de la déglutition ou autre, gastrique, etc. En vous invitant à accueillir juste chaque son au sein du silence, attentif toujours à cette même manière dont la vie apparaît, se déploie, disparaît dans chaque son qui se reconstitue, se renouvelle à chaque instant. En intégrant les sons comme des sons, sans leur mettre d'étiquette mentale. C'est le son de ma voix, de ceci, de cela, d'une porte ou autre. Comme si vous étiez dans une salle de concert
train d'écouter cette musique du monde qui se fait, se défait à chaque instant. Avec cette curiosité, cette attention d'accueillir avec bienveillance chacun de ces sons, quels qu'ils soient, attentif à ce jeu d'apparition, déploiement, disparition perpétuellement changeant. Et lorsqu'il y a du silence, creusons ce silence. Lorsque vous êtes prêt, que vous le souhaitez, vous allez pouvoir laisser également cette attention au son passer en arrière-plan de votre conscience pour revenir au premier plan simplement sur un autre aspect, une autre facette de la vie telle qu'elle se manifeste à chaque instant, se recentrant juste sur ce sixième sens qui est notre mental et observant avec curiosité comment à chaque instant notre mental peut faire surgir des pensées, des images mentales, des raisonnements, accompagnés ou non d'émotions. Et en accueillant ces pensées, ces images mentales, de la même manière que les sons, les sensations corporelles, le souffle, ne sont ni plus ni moins, juste des événements mentaux. Et comme pour les sons, comme pour les sensations corporelles, on peut avoir la curiosité d'observer et d'explorer intérieurement comment une pensée apparaît. Elle va se former parfois à partir de l'agrégation de plein de micro-pensées, voire également le nombre infini de bouts de pensée avortés qui disparaissent aussitôt. Dans une journée, il paraît qu'on a entre 80 000 et 120 000 bouts de pensée. Entre 8 000, pardon. 80 000 serait encore pire. Juste explorer comment elles sont elles aussi profondément impermanentes, changeantes. On a à peine le temps de se former qu'elles disparaissent déjà. Ou alors comment leur puissance est telle qu'elles peuvent se regrouper entre elles, nous emporter dans un maelstrom, loin d'ici, dans le futur, dans le passé, dans des jugements, ailleurs, dans des histoires qu'on se raconte. Si c'est le cas, on peut juste
Intérieurement, noter passé, futur, jugement, histoire, et revenir dans le moment présent, dans notre corps, qui est notre seule habitation, le réel, dans notre souffle. Et lorsque les pensées reviennent, ce qui ne manque pas de se faire en général, l'image mentale, le flux mental, on peut aussi simplement les accueillir comme des nuages dans le ciel. Le ciel peut être parfois parfaitement clair, sans nuages, comme notre conscience peut être parfois sans pensée. Et puis un nuage peut arriver, des nuages se regrouper entre eux, faire tout un ciel d'orage au point qu'on ne voit plus que ce ciel bas, ces nuages noirs, comme nos pensées peuvent fermer l'horizon, occuper toute la place de notre conscience. Et pourtant, il suffit parfois juste de pouvoir remonter au-dessus de la couche de nuages, comme en avion, pour retrouver ce vaste ciel qui accueille les pensées, les laisse passer, sans s'identifier avec elles. Laissez passer vos pensées comme des nuages, sans vous y accrocher. Si vous cherchiez à saisir une pensée, c'est comme de saisir un nuage. Votre main se referme sur des vides, de l'air. Les pensées sont vides d'être propres. Juste s'évanouissent quand on ne s'y accroche pas, qu'on les laisse passer. Et assistez alors à ce jeu des nuages dans le ciel de votre esprit. Un jeu permanent, perpétuellement changeant, là encore. Prendre conscience de cette impermanence dans le mental même. Après avoir ainsi exploré plusieurs facettes de cette vie qui se déploie à chaque instant en nous, autour de nous, par le souffle, les sensations corporelles, les sons, le mental, je vais vous inviter pendant quelques minutes à juste vous laisser être dans cette intention large, vaste, dans cet espace vaste de la méditation où vous êtes capable d'accueillir chaque événement qui va se présenter sans savoir lequel vient, curieuse de cette apparition, ce déploiement, cette disparition perpétuelle d'événements physiques, mentaux ou autres, émotionnels. Comment à chaque fois, en même temps, ils se recréent dans cette permanence de l'impermanence, cette recréation perpétuelle de la vie qui prend de nouvelles formes dès que les anciennes formes s'évanouissent.
dans cette situation que nous vivons actuellement, où on peut avoir parfois peur face à tout ce qu'on entend aux actualités, que ce soit les actes de fanatique, le retour du Covid, juste accepter cette impermanence profonde des choses, la certitude qu'elles reflètent, comme ces vagues qui apparaissent, se déploient, disparaissent, reviennent autrement. Et la meilleure manière de ne pas se faire emporter, de ne pas avoir peur, c'est peut-être d'accepter ce mouvement même de l'impermanence. Comprendre que la vie inclut la mort, que la mort recrée la vie, à chaque instant. Bien sûr, c'est difficile parce que quand on est en vie, en pleine santé, on a du mal à voir la mort ou à se dire qu'elle peut être présente. Du coup, on en aura peur quand on voit les actualités. Et puis quand on n'est pas en bonne santé, ou qu'on sort d'un deuil ou autre, ou qu'on connaît des gens qui sont partis, ben on a du mal à voir que la vie est toujours là. Chaque fois, on est pris par un des couples. On veut voir que la vie, et on se ferme à la mort. On veut voir que la mort, et on se ferme à la vie qui continue. Et peut-être que le seul enseignement ou la seule sérénité qu'on puisse cultiver en soi, c'est d'intégrer ce double mouvement. Revenir à cette simple réalité toute bête de la vie-mort qui se présente à chaque instant, qui crée chaque instant. C'était ce que disait Dogen, le fondateur du Zen, Soto en tout cas, qui avait inventé un mot en japonais qui dit vie-mort en un seul mot, pour inviter à saisir cette copénétration, coïncidence des deux mouvements qui sont l'essence même de la vie. Et lorsqu'on l'accepte, on retrouve peut-être le contact avec simplement le mouvement de la vie. On peut pour cela juste encore revenir quelques instants à la respiration. Sentir ce mouvement, ces vagues de la respiration. L'inspiration, l'air qui pénètre par les narines, nous fait vivre l'expiration. L'air qu'on rend au monde extérieur, qui nous quitte, qu'on expire. L'inspiration, un nouvel air qui naît en nous, qui nous apporte la vie. L'expiration, l'air qu'on expire, qui ressort, qu'on rend, qu'on lâche. Et lorsqu'on sent que dans notre souffle même, il y a ce mouvement de vie-mort à chaque instant, qu'on les sent comme des vagues perpétuelles. Deshimaru disait qu'on pouvait retrouver le mouvement des vagues de l'océan. Qu'elles aussi se forment, se déploient, retournent à l'eau. À nouveau vont se reformer une nouvelle vague, repartir. Et être attentif à ces vagues de notre souffle, c'était pour lui retrouver le lien à ce cosmos,
à cette pulsation de la vie. Dans l'océan, dans le cosmos qui se déploie, se résorbera peut-être, repartira à nouveau. C'est peut-être toute la beauté de la vie qu'on découvre alors lorsqu'on accepte sa dualité, plutôt son rythme, sa respiration. Juste jusqu'à se sentir en contact avec ce qui nous dépasse, ce mouvement d'une vie plus grande que nous. Et je vous inviterai à finir cette méditation en méditant sur une figure que vous savez maintenant que j'aime bien, qui est la figure d'Ulysse, en vous rappelant justement l'un des passages d'Ulysse, avant qu'il revienne chez lui, où Calypso le cache dans une grotte, veut le garder pour elle, et lui propose carrément l'immortalité. Ce qui est intéressant, c'est que Calypso, ça veut dire celle qui confine. Peut-être que c'est une jolie image du confinement auquel on est invité nous-mêmes. Elle lui propose l'immortalité pour ne plus souffrir, pour ne plus combattre, pour rester juste confiné, heureux. Et Ulysse va refuser l'immortalité. Pourquoi? Parce que pour un Grec, comme dit le dit Vernon qui commente ce passage, pour un Grec, peu importe de continuer dans une sorte de survie plus ou moins floue où il n'y aura pas des vivants autour de soi. Le plus important, c'est de rester dans le présent indéfini de la mémoire des vivants, comme il dit très joliment, en assumant sa condition humaine. Il veut juste revenir chez lui, dans sa vraie nature, dans son vrai domicile, en acceptant son impermanence et la mort,
de manière héroïque. Et avec l'amour de la mer qu'il aurait eu tout le temps. Cette fameuse mer et ses vagues. C'est peut-être juste une leçon. Qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, mais de l'immortalité. Et finalement, on peut juste accepter sa condition humaine. C'est le plus dur. C'est peut-être la voie de la réconciliation avec soi, avec la vie. Et cela peut-être nous donner la force, le courage, au cœur de la tourmente, comme dit Kabat-Zinn. Voilà, merci Ximena de nous avoir rejoint, pardon. Vous pouvez remettre vos micros, bouger un peu. Si vous avez des observations, des questions, des partages de vécu pendant les 5 dernières minutes. Oui, Oui, Hélène. Oui, j'ai bien apprécié ce que tu proposes, on dit souvent laisser passer les pensées, voilà, comme les nuages, etc., etc. Et en fait, oui, ça m'arrive. Mais il m'arrive aussi de me dire, tiens, j'ai une pensée, il faut que je m'en souvienne. Ouais. Alors, oui. Voilà. Alors, il y a un petit truc tout bête que je dis à mes participants parce qu'effectivement, quand on médite, vu que les neurones se mettent au repos puis qu'il y a des nouvelles combinaisons qui peuvent se faire, on peut avoir soudain des petits insights, des petites illuminations, des petites résolutions ou des pensées dont on a envie de se souvenir. Mais si on se dit, il faut que je m'en souvienne, on va penser à ça pendant toute la méditation. Donc, la solution, elle est toute bête. C'est ce que j'appelle le post-it mental. Tu te dis, je l'écris sur un post-it que tu visualises et tu te dis, ça, je m'en souviendrai après. Et je te garantis que ça marche, tu t'en souviens toujours après. Donc, et puis, du coup, tu en es débarrassé. Tu te dis, tiens, je fais mon post-it mental, j'ai envie de me souvenir de ça après. Et puis, tu le retrouves en général. Si tu le retrouves pas, c'est que c'était pas important. C'est la sélection naturelle des pensées. D'autres choses? Isabelle, ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est les mots, l'impermanence, la permanence dans l'impermanence. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais jamais pensé les choses comme ça, parce qu'on pense d'un côté à l'impermanence, et on se dit que tout est impermanent, mais il y a une permanence justement dans l'impermanence. Et le souffle, c'est le plus bel exemple pour moi. Pardon? Et le souffle, c'est vraiment le plus bel exemple. Ah oui, tout à fait. La permanence du souffle, et il est perpétuellement impermanent. Il est perpétuellement à se recréer, à naître, mourir, se recréer, tout ça. Ouais. Et j'avais une deuxième chose, c'était aussi par rapport à l'histoire d'Ulysse et de Calypso, parce qu'effectivement, cette histoire de il faut apprendre à vivre son humanité et pas vouloir y échapper. Pendant le confinement, on a eu du mal, mais on était un peu en recul du monde, donc en recul de tous les événements, de tout ce qu'on peut vivre, et finalement, moi, j'étais dégagée d'une certaine angoisse qui est revenue en revivant les choses du monde. Ça me fait penser à cette situation. Et alors que, effectivement, la vraie chose qu'on nous demande, enfin, entre guillemets, c'est justement de vivre tout pleinement, mais dans l'humanité, pas en étant en retrait. Tout à fait. De sortir de la caverne, comme disait Platon autrement. Mais c'est une très belle image, en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais de la caverne de Platon à celle de Calypso, il y a certainement un lien qui serait Enfin, en tout cas, travaillé. merci. Merci.
Rimena, on te voit revenir, je suis très content. Tu as des partages sur ce que tu as vécu entre-temps ou sur cette méditation? On ne t'entend pas, le micro. En bas à gauche. En bas à gauche, ouais. Voilà. J'arrêtais un petit peu la méditation, j'étais un petit peu débordée par des événements familiales et notamment par un deuil. Donc je reviens, non, je n'aurais pas de partage particulier à faire. Autre que je suis contente de revenir et de pouvoir recommencer un petit peu la pratique. D'accord. Eh bien, merci. Bien, bah écoutez, on vous remercie. La semaine prochaine, il n'y aura pas la méditation par Zoom parce que je crois que Christiane comme moi, on a une journée avec Kabat-Zinn par Zoom pour les instructeurs. Donc, on reprendra, si vous le voulez bien, la semaine d'après. D'accord. Voilà. Merci en tout cas. Au revoir, merci bien. Au revoir, bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche à vous. Bon Merci. dimanche. Au revoir.